Bonjour, bienvenue dans votre nouvel épisode d'Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. En route vers 2026, c'est une nouvelle saison de votre podcast préféré, qui décrypte et analyse le système énergétique français et européen. Imaginez, vous avez la meilleure boulangerie du quartier, capable de nourrir toute la ville avec du bon pain bio, pas cher. Mais, parce que vos voisins décident de distribuer des biscottes gratuitement tous les après-midi, eh bien vous êtes obligé d'éteindre votre four pour le rallumer 2 heures plus tard. Absurde, non? Eh bien c'est pourtant ce qui arrive à notre parc nucléaire. Pour en parler, j'accueille André, notre expert du système électrique. Et nous allons parler donc modulation du parc nucléaire. Bonjour André. Bonjour Romain. L'image de la boulangerie est assez parlante, même si tu t'en doutes, arrêter un réacteur nucléaire, c'est un peu plus complexe que d'éteindre un four à pain. Oh bah oui, on s'en doute. Bon alors André, dis-moi. On entend beaucoup dire que la France produit trop d'électricité décarbonée. C'est un comble, non? On nous demande d'économiser l'énergie, et puis là maintenant, on nous dit qu'on déborde. Faudrait savoir. Eh bien, c'est tout le paradoxe actuel. La demande d'électricité stagne, voire baisse, et ne devrait pas repartir avant 2029, selon certaines estimations. En face, on a développé massivement les énergies renouvelables intermittentes, le solaire et l'éolien. Résultat, quand il y a beaucoup de soleil et de vent, on se retrouve avec un excédent structurel. Oui, et comme on ne sait pas encore stocker cette électricité à l'échelle du pays, il faut bien que quelqu'un s'efface. Et là, c'est le nucléaire qui s'y colle. Donc on appelle ça la modulation. Exactement. Le parc nucléaire est conçu pour fonctionner en base de manière stable et aujourd'hui il devient la variable d'ajustement. Et ce n'est pas à la marge, on parle de 15 à 30 TWh de production perdus par an. C'est colossal. Pour te donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 5 réacteurs mis au chômage technique pendant une année. C'est juste mettre 5 usines géantes à l'arrêt parce qu'on est confronté à une surproduction structurelle. C'est un problème économique. Mais ce n'est pas le seul problème. Au-delà de cette absence de production, cette modulation change fortement de nature. Avant, on baissait un peu la puissance, c'était marginal. Aujourd'hui, cette modulation touche toutes les installations, y compris hydrauliques et thermiques, et elle est de plus en plus fréquente et intense. Et donc j'imagine que c'est là que ça coince techniquement. Tu m'as dit en préparant l'émission que ce n'est pas tant la baisse de charge qui est grave, mais bien l'arrêt complet. Est-ce que tu pourrais développer? C'est bien là le point crucial. On veut faire varier la puissance de réacteur, on sait faire. C'est même prévu et fréquent. Mais quand la demande chute trop bas, ce qu'on appelle la demande résiduelle, la seule solution est d'arrêter complètement le réacteur nucléaire. Or, quand on arrête un réacteur nucléaire, on perd l'inertie. Et l'inertie, c'est ce qui permet au réseau de ne pas s'effondrer à la moindre variation de fréquence. On peut donner l'image d'un avion sans gyroscope ou d'une voiture sans frein. D'une manière très simple, les grosses machines tournantes du nucléaire stabilisent le réseau par leur simple masse en mouvement. Si on les arrête pour laisser passer les électrons des installations solaires ou de l'éolien, qui n'ont pas cette inertie, car la plupart s'appuient sur de l'électronique de puissance, des onduleurs et des génératrices asynchrones. Alors, le réseau devient fragile et nerveux. Tiens. C'est pas sans nous rappeler un problème connu sur le réseau ibérique au moment de leur blackout en avril 2025. D'ailleurs, on en a parlé dans un podcast dédié. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Et alors, donc j'imagine que pour rallumer la machine, entre guillemets, c'est pas immédiat. Et même une question. Si le vent tombe d'un coup, si les nuages masquent le soleil, ou même pendant la nuit qui suit l'arrêt du réacteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on panique un peu. Plus sérieusement, un réacteur ne redémarre pas instantanément, il a des contraintes physiques et neutroniques. Un arrêt dure au moins 24 heures. Si la demande remonte brusquement pendant que le réacteur est en cours de démarrage, eh bien, on doit faire appel à des centrales au gaz plus polluantes ou importer de l'électricité. C'est un comble. Oh mais c'est dingue, on marche vraiment sur la tête. On arrête du nucléaire, propre, bas carbone, pour rallumer du gaz, pas du tout bas carbone. Tout ça parce qu'on a été surpris par un gros nuage ou juste par la nuit. C'est absurde. Et puis j'imagine que tout ça c'est aggravé par nos voisins, non? Absolument. Les interconnexions européennes qui doivent servir à la solidarité deviennent des tuyaux de déversement. Par exemple, quand l'Allemagne produit trop de solaire, elle nous envoie ses surplus à prix cassé, voire négatifs.
Nos réacteurs sont alors forcés de s'arrêter pour laisser passer ces flux étrangers. C'est la loi du marché voulue par la Commission européenne. Ah d'accord, bon, j'ai une image qui me vient en tête. C'est un peu comme si notre voisin nous forçait à vider notre piscine pour que lui, il puisse y déverser l'eau de la sienne, dont il sait pas quoi faire. Et pendant ce temps-là, le citoyen, bah, il paye l'addition. Tiens-toi bien, Romain. Il paie 3 fois. Il paie les subventions pour installer les renouvelables. Il paie pour renforcer le réseau afin de gérer ces flux intermittents. Et enfin, il paie la dégradation économique du parc nucléaire qui, produisant moins, voit son coût par mégawattheure augmenter mécaniquement. On parle ici de milliards d'euros de manque à gagner. Et en plus, l'énergie qu'il consomme la nuit en été contient plus de CO2 avec l'arrêt de ces réacteurs. Ah, rien que ça. Bon, on a bien compris que le système actuel se tire une balle dans le pied. Reprenons ensemble les points clés, mais j'aimerais qu'on utilise ton image de la voiture. Je trouve qu'elle est géniale. Oui, si tu veux, pour bien comprendre l'usure, imaginez 2 voitures identiques. La première fait 100 000 km sur autoroute avec une modulation de vitesse peu importante, entre 80 et 130 km/h. À l'arrivée, le moteur est peu usé, c'est le nucléaire en base pour lequel il a été conçu. La deuxième voiture fait ces mêmes 100 000 km, mais uniquement dans les embouteillages du centre-ville de Paris, où, en faisant des franchissements répétés en montagne, on freine, on accélère, on coupe le contact, on redémarre toutes les 2 minutes. À la fin, cette deuxième voiture est rincée. Ses composants sont fatigués par les cycles thermiques et mécaniques. C'est ce qu'on commence à imposer aujourd'hui à nos réacteurs. Cette modulation excessive consomme les marges de conception et menace la durée de vie du parc. À la fin, on en paiera l'addition. Ah merci André, l'image est très claire. Bon, je vais en tenter de résumer un petit peu. D'abord, en plus d'être imposée par les énergies renouvelables intermittentes, la modulation n'est pas gratuite. Ni pour EDF, ni pour le consommateur. Et encore moins pour l'environnement. Elle use le matériel et ça réenchérit sur le coût de l'énergie. Ensuite, l'arrêt complet des réacteurs est le vrai danger. De manière non planifiée, il prive le réseau de sa stabilité, avec l'inertie, et donc crée un risque d'indisponibilité au moment où on en a le plus besoin. Enfin, si on regarde vers l'avenir, il faut de la cohérence. La future programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE3, doit arrêter de favoriser le suréquipement en renouvelables, surtout là où on n'en a pas besoin. Bien résumé, Romain. Mais il faut aussi rémunérer la disponibilité. Le nucléaire rend un service immense en étant là, prêt à stabiliser le réseau, même quand il ne produit pas. Ce service doit avoir une valeur économique reconnue et doit lui donner une priorité. Ah oui, André, bien vu. Et autant dire que tous les spécialistes sont unanimes. Ce sujet est brûlant pour le parc nucléaire, mais pas seulement. C'est aussi un choix à faire pour les industries électriques et gazières. Nous ne pouvons nous satisfaire de la situation actuelle. On l'a compris, il vaut mieux un kilowattheure utilisé intelligemment, par exemple pour créer de l'hydrogène ou chauffer nos usines, qu'un kilowattheure bridé parce qu'on n'a pas su anticiper. Exactement. La souveraineté énergétique, ça se protège, ça ne se subit pas. Ah, totalement d'accord. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était le podcast Énergie en clair de la CFE Énergie. Merci André pour ton analyse, faite aux côtés d'Hervé 4 livres et Alexandre Grillat. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Deezer, PodCloud, Spotify, en tapant Énergie en clair. Si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, partagez et laissez des avis. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez branchés, mais de manière stable. À bientôt!